Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler de Signify. Donc, Signify, ici, c'est une compagnie. En fait, c'était la branche éclairage de Philips. Donc, Philips, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Philips. Donc, ici, vous allez voir que Signify, ici, c'est une compagnie essentiellement qui vend soit des, voilà, je ne dirais pas des ampoules parce que c'est un peu réduire ce que fait réellement la compagnie, mais c'est tout ce qui concerne l'éclairage en réalité. Donc, je pense que ça, vous connaissez. Donc, c'est un business facile à comprendre. Donc, on va essayer de déterminer ici aujourd'hui si nous avons une opportunité d'investissement au prix actuel. OK? Donc, l'opportunité d'investissement de manière quantitative, bien sûr, parce qu'avant, même si la compagnie ici est intéressante au niveau des chiffres, il faut absolument comprendre ce que l'entreprise fait avant d'y investir. Et vous ne pouvez, et la seule manière pour vous de le faire, c'est de lire les rapports financiers. OK? Donc, notre analyse, comme d'habitude, se base sur des éléments comme le revenu, croissance des revenus, free cash flow, nombre d'actions, PR moyen, dette nette, qualité du dividende. Donc, on cherche quoi? Revenu. On passe d'abord par le revenu. Alors, revenu, on va à total revenu ici. Qu'est-ce qu'on observe? On voit ici qu'on a plutôt un revenu en date d'aujourd'hui de 7 milliards 280 millions, en tout cas sur les 12 derniers mois. Vous pouvez également constater qu'on a une baisse entre 2015 et à peu près 2020. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Donc ça, c'est la première question que vous allez poser en lisant les rapports financiers. Mais vous allez vous dire, mais le revenu a baissé, pourquoi est-ce que tu nous présentes ce genre d'entreprise-là? Regardez, le revenu baisse de combien? À peu près aux alentours de, on va se dire une chose, 17%. OK? 17% de baisse. Attention, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une baisse de 17% qu'on doit absolument avoir une hausse de 17% pour à peu près revenir à 7 milliards 460. Allez-y, je fais la différence, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Donc, ici, on a une baisse des revenus. En date d'aujourd'hui, on a des revenus à peu près de 7 milliards 280 millions. OK? Je prends un revenu ici, 7 milliards 280 millions en mentionnant que le revenu actuel, oui, il augmente, mais il n'a pas atteint le niveau de 2016, à peu près de 2015. Donc, il est important pour moi de savoir pourquoi est-ce que le revenu a baissé. Mais attention, le revenu peut baisser pour plusieurs raisons. Donc, vous ne pouvez pas juste vous baser sur des chiffres pour donner la raison pour laquelle les revenus ont baissé. Si les revenus baissent, est-ce que les marges baissent? Le revenu peut baisser parce que l'entreprise a vendu un segment de son activité. Le revenu peut baisser parce que l'entreprise exerce dans un secteur assez cyclique. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Le revenu peut également baisser parce que l'entreprise est juste, voilà, dans un secteur en déclin. Mais ça m'étonnerait que le secteur de l'éclairage soit en déclin. Je pense que chez vous, actuellement, il y a de la lumière. Donc, on continue ici. Alors, après le revenu, on regarde la croissance du revenu ici. Donc, tout ce que je vais faire, c'est aller interroger ici la croissance des revenus année après année. On regarde ici et après, on va faire la médiane. Donc, on cherche notre médiane. Tac, tac, boum. Donc, ici, en termes de, si on prend par rapport à 2013, ici, on a à moins 2%. Par rapport à 2013, attention. Si on le prend ici par rapport aux 5 dernières années, nous sommes également à moins 1,93%. Mais si on le prend par rapport aux 3 dernières années, nous sommes à plutôt aux alentours de 4,79%. Donc, je prends croissance zéro. OK? D'accord? Donc, tout en se disant que l'entreprise ici, la croissance, elle est non seulement organique et par acquisition. Donc, la question à laquelle vous devez répondre en premier, c'est de savoir pourquoi est-ce que les revenus ont baissé de 2016, à peu près décembre 2015 à 2020. OK? Donc, ici, on va prendre croissance zéro. OK? Boom. Free cash flow. Alors, pour les free cash flow, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, j'aime comparer les free cash flow avec les bénéfices nets pour essayer de voir est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble, est-ce qu'on a quelque chose qui va dans le même sens. Mais n'oubliez pas également qu'ici, nous avons affaire à une compagnie européenne. Et que dans le moment où c'est une compagnie européenne, il faut absolument vérifier si la compagnie prend en considération les loyers dans les free cash flow. D'accord? Parce que ça pourrait impacter positivement les free cash flow. On l'a vu précédemment avec l'entreprise Fnac Darty. Et vous pouvez aller voir, il y a un commentaire que j'ai épinglé sur la vidéo en fait,
qui explique bien à peu près à quoi est-ce que c'est dû et par rapport à quelle norme. Je vous laisse aller découvrir lequel c'est, mais c'est très important. D'où l'importance de connaître la comptabilité quand on veut investir. La comptabilité, c'est pas dur, c'est vraiment facile. En tout cas, la comptabilité de base sont celles qui vous permettent à peu près de pouvoir lire un bilan financier. Ce n'est pas compliqué du tout. L'inconnu est toujours compliqué, mais c'est normal, c'est l'inconnu. Mais une fois que vous mettez à peu près l'effort nécessaire, vous pouvez le comprendre. De toutes les façons, la comptabilité, c'est le langage de la finance. Si vous investissez, vous devez savoir lire un bilan comptable. C'est la base, d'accord? C'est comme parler et savoir c'est quoi les lettres de l'alphabet. Les deux vont ensemble. Donc, au niveau des free cash flow ici, on constate, je vais prendre les free cash flow sur les 12 derniers mois ici, on constate actuellement là des free cash flow aux alentours de 124 millions. Donc on a une baisse des free cash flow à peu près entre 2021 et 2022 ici, en tout cas sur les 12 derniers mois. On a une baisse entre 870 millions et 124 millions. Pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser en lisant les rapports financiers. Et si vous allez dans les rapports financiers, ils vous expliquent la raison. Donc la raison est liée aux contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais également au niveau des inventaires. Okay? Ils ont énormément d'inventaires présentement. Donc vu qu'il y a un ralentissement au niveau de l'écoulement des inventaires, donc c'est la raison pour laquelle ici, en termes de besoins en fonds de roulement, on a un peu un niveau assez élevé par rapport à ce qu'on a d'habitude. Ça peut être une bonne information comme une mauvaise information. Ça dépend de l'attractivité ça dépend de l'attractivité des produits de l'entreprise ici. Déjà, ça vous pose la question de savoir comment est-ce qu'elle distribue ce produit-là. Est-ce qu'elle le vend directement dans un DTC, direct to consumer, sans passer par un intermédiaire, ou bien est-ce qu'elle vend également ça directement, direct to consumer, donc ça dit que généralement ça va directement vers le consommateur, donc sans passer par un intermédiaire. Après, vous pouvez également passer par un intermédiaire, donc c'est-à-dire que vous faites business par exemple avec Amazon, c'est Amazon qui achète le produit et le revend sur sa plateforme, ou bien vous le vendez directement sur la plateforme d'Amazon. Donc, il faudrait également savoir comment est distribué le produit de Signify. Ok? Donc, on continue ici, donc on était au niveau du free cash flow. Donc au niveau du free cash flow, le free cash flow et les bénéfices nets ici, je dirais pas bénéfices nets, oui exactement, bénéfices nets, on va les mettre sur le même graphique, on va les comparer, je vais juste les mettre sur le même graphique ici, donnez-moi quelques instants, on va faire ça et on met axis on, et on met ici linéaire et linéaire, ok. Donc au niveau des axes, ok, on met on, parfait, voilà. Donc, maintenant, vous pouvez voir ici qu'en violet, vous avez les net income, bénéfices nets. Je pense que c'est la couleur, je ne sais même pas, je ne vous dirais pas que c'est du jaune, mais je pense que c'est la couleur fluo ou jaune menthe. Mais de toute façon, la couleur la plus claire ici, celle qui est là, celle qui ressemble au du jaune ou du vert, faites comme vous voulez. Donc ici, vous constatez qu'on est à peu près... les free cash flow ont l'habitude d'avoir d'être au-dessus des bénéfices nets. Ça peut s'expliquer pourquoi, quelle est la raison par rapport à cette situation-là. Elle est simple, regardez. Au niveau des net income, on prend en considération la dépréciation et amortissement, qui est c'est une charge non financière. Or, si vous dépréciez 100 millions et en dépenses en capital, vous dépensez juste 50 millions, il y a un 50 millions de différence. Et ce 50 millions de différence va aller directement dans les free cash flow. Donc, vous ne payez pas les taxes sur ce 50 millions de différence-là. Donc, quand on regarde ici, à ce niveau-ci, je prends dépréciation amortissement, on a 140 millions. Mais quand je mets capital expenditure, on a 71 millions. Donc, en moyenne, on est à 75 millions on a 75 millions par là pour près de 150 millions en termes de dépréciation amortissement. Donc, on déprécie 150 millions et on utilise 75 millions. Donc, il y a un 75 millions à peu près qui va dans les free cash flow directement. Donc, le différentiel entre le free cash flow et le bénéfice net est déjà de 75 millions. Après, il peut également avoir des éléments, d'autres éléments comme par exemple l'émission de nouvelles actions, donc le shareholder, je ne sais pas shareholder, mais equity compensation, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Également, vous pouvez avoir des éléments comme... le besoin en fonds de roulement, ok, donc ce peut être des éléments qui peuvent impacter positivement ou négativement les free cash flow. Donc ici,
par rapport à l'entreprise qu'on a présentement ici, les free cash flow de cette entreprise, nous avons une moyenne de combien? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. On a une moyenne ici de 510 millions. Donc, c'est-à-dire que depuis 2016, à peu près, l'entreprise ramène des free cash flow aux alentours de 510 millions en moyenne. Donc, c'est soit plus 510 millions, soit moins 510 millions. Donc, moins que 510 millions. Donc, quand on regarde ici, sur à peu près les 5 dernières années, nous avons 525 millions. Sur les 3 dernières années, nous avons 617 millions. Et par rapport à l'année précédente, on a à peu près 450 millions. Donc les revenus baissent les free cash flow baissent par rapport à l'année précédente. Mais je vous ai dit, il y a une explication par rapport à la baisse de ces free cash flow là. Donc en termes de free cash flow ici, je ne vais pas prendre quelque chose comme une marge. Je vais prendre les volumes, donc aux alentours de 510 millions. De toutes les façons, j'ai pris croissance 0. Et ici, le management vous dit ceci. Quand vous lisez les rapports financiers, actuellement, ils espèrent avoir des free cash flow aux alentours de 8% des revenus, représentant 8% des revenus. C'est leur objectif. OK? C'est l'objectif. Actuellement, on est entre 5 et 6% par là. Donc, si vous faites 8% de 7 milliards 600 ou 7 milliards 500, vous allez voir que c'est plus élevé. On trouve un montant plus élevé que le 570 millions ici. Donc, si on prend 7 milliards 500, le revenu ici est de combien? 7 milliards 200. Donc, on va prendre 7 milliards 300. 7 milliards 300. On prend ici marge de free cash flow de 8%. D'accord? Voilà, 584 millions. OK? Donc, je prends 510 millions ici. Je suis assez gentil. OK? Non, mais pas assez gentil, mais voilà. Par rapport à ce qu'on a en moyenne, c'est possible. OK? On ne veut pas avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Le nombre d'actions. On aimerait voir une entreprise qui rachète massivement ses actions ou bien qui a des actions, qui a un nombre d'actions à peu près stable. C'est ce qu'on recherche. Donc, nombre d'actions ici, où est-ce qu'il est? Et boum. On a à peu près 128 millions d'actions. Nous avons une entreprise ici qui rachète ses actions. En tout cas, entre 2016 et aujourd'hui, on a à peu près une baisse en termes du nombre d'actions. On a une baisse de combien? Voilà, aux alentours, on va mettre ça ici. Voilà. Donc, on a à peu près 14%, 14,48% en moins. OK? Donc, elle rachète ses actions. C'est une bonne chose. Rachat d'actions a pour effet d'augmenter de manière mécanique le bénéfice net par action. Ce qui veut dire qu'à PER égal, donc si votre PER ne bouge pas, juste en rachetant vos actions, vous pouvez modifier le prix de l'entreprise, la valeur de l'entreprise. Enfin, la valeur, oui, c'est tout à fait possible. Donc ici, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va juste mettre le 128 millions ici, 128 millions, 100.128, on va mettre 128, 128, nombre d'actions, 128. Maintenant, le PER moyen. OK, vu qu'ici, j'ai utilisé les free cash flow, je prends les price to free cash flow. OK? Et retenez que ça reste un multiple. C'est-à-dire que quand j'ai un price to free cash flow de 10, ça veut dire que je prends, pour tous les free cash flow qui vont être distribués dans cette entreprise, ça représente un rendement de 10%. Un price to free cash flow de 20, pour tous les free cash flow qui vont être distribués, ça revient à un rendement de 5%. 100 divisé par 10, 100 divisé par 20. Donc, si vous commencez à penser en termes de rendement par rapport au PER, vous allez comprendre, ça sera plus facile pour vous. Donc, les compagnies cycliques on demande généralement des rendements plus élevés. Donc, une compagnie cyclique va se négocier à des PER aux alentours de 6-7% par là. Une compagnie comme Apple de croissance, enfin, semi-croissance, on va le dire comme ça, il y a de la croissance quand même, va se négocier non seulement par rapport à ses marges, par rapport également à la croissance, va se négocier à des PER aux alentours entre 20 et 25 fois. D'accord? Si on va au-dessus, il faut faire attention, il faut vous demander ce qui est inclus dans cette croissance-là. Si vous avez une entreprise qui n'a pas de croissance, qui a certes des marges élevées et qui s'échange à 30%, à 30 fois les bénéfices, posez-vous les bonnes questions. OK? Donc, ici, au niveau des PER, donc price to, on va prendre ça ici, donc price to free cash flow, point. Et je vais prendre ici les price to earning. On va prendre les deux, on va les comparer. Last 12 months, OK. On va les mettre sur le même graphique. Voilà. Et on les met là. Et c'est parfait. Et maintenant, je mets juste la médiane. Donc, la médiane des free cash flow ici, on la met. On va prendre la médiane là. Et la médiane des price to earning ici,
on va l'ajouter. Donc, on prend ça. Voilà. Le but ici, c'est de pouvoir déterminer à quel niveau l'entreprise se vend réellement 10 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices, 40 fois les bénéfices, tout en sachant que moi, je ne vais pas au-delà de 25 fois les bénéfices. Et encore, mon jugement, c'est celui qui aura le dernier mot. D'accord? Si je vois une entreprise ici qui a l'habitude de s'échanger à 5 fois les bénéfices, je vais me poser la question, pourquoi est-ce que c'est 5 fois les bénéfices? Est-ce que c'est parce qu'on est trop endetté ou bien c'est parce qu'on est dans une industrie où on est trop cyclique, ou bien parce que les revenus sont actuellement, sont en dents de scie. Donc, il faut se poser la question. En dernier ressort, c'est le jugement qui compte. Ici, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir la même information, mais avoir des raisonnements différents. Donc, ici, on constate que depuis 2015, les PER en moyenne sont de 14 fois les bénéfices, donc en disant 15 fois les bénéfices, et les free cash flow sont aux alentours de 7,5 fois les bénéfices. D'accord? Donc, en réalité, l'entreprise a toujours été sous-évaluée sur toute cette période, enfin pas sous-évaluée, mais en moyenne. Donc, on paye l'entreprise ici à 7,5 fois les free cash flow. En payant l'entreprise à 7,5 fois les free cash flow, ça veut dire que si nous avions un bâtiment ou bien un immeuble ici et que vous distribuez la totalité de ses loyers ou bien la totalité de ses free cash flow, vous aurez eu un rendement de 13% annuellement. Enfin, 13% chaque année. Pas annuellement, chaque année. En moyenne. On dit bien en moyenne. Alors, maintenant, je vais prendre ce ratio sur les 5 dernières années, histoire de voir son évolution. 7,15, parfait. Sur les 3 dernières années, ici, on a 7,14, ok. Et à peu près sur disons, on va pas prendre l'année par rapport à l'année précédente, ça va servir à rien du tout. Donc, nous avons une entreprise ici qui s'échange entre 7 et 15 fois les bénéfices. Réellement, je ne pense pas qu'elle mérite s'échanger à 7 fois les bénéfices. OK? Donc, de toutes les façons, on n'est pas sûr si ce PER ne prend pas en considération la dette. Donc, je vais prendre comme PER 10, 13 et 15. OK? 10, 13 et 15. 10, 13 et 15. OK. La dette nette, niveau de dette nette ici, comme d'habitude, je vais chercher mon ratio net dette ici. Donc, on ferme ça, on n'en a plus besoin. On va regarder la dette nette ici et toujours aller comparer la dette nette dans les rapports financiers. C'est très important. Donc là, parce que la dette nette que vous avez ici peut totalement différer, ça peut être différent de ce que vous avez dans les rapports financiers. Ici, nous avons une dette nette aux alentours de 1,775 milliard ici. D'accord? 1,775 milliard ici. Voilà, on va le mettre ici comme dette nette. Mais vous allez remarquer que le logiciel qu'on va utiliser tantôt, on aura une dette nette totalement différente. Donc ici, 1,750, c'est pas que la dette nette n'est pas de 1,750 milliard, c'est juste du genre, il faut toujours aller vérifier cette information-là. Peut-être ici, depuis le 22 du mois de juin, donc le 30 du mois de juin 2022, il y a eu une actualisation ici par rapport aux états financiers, ce qui m'étonnerait, mais il faut toujours prendre ça en considération. Donc, ici, on a pris la dette nette. La qualité de dividende, on va y revenir. Mais déjà, pour parler de dividende, entre parenthèses, ici, vous constatez que c'est une entreprise, d'accord, qui a l'habitude de verser enfin, ce n'est pas une nouvelle entreprise. C'est une entreprise, c'est un segment de l'activité d'une entreprise qui a été spin-off. Donc, ici, elle a une politique de maintien du dividende et de croissance du dividende. Donc, elle dit ceci. On va payer au moins entre 40 et 50% des bénéfices nets annuellement. D'accord? 40 à 50% de nos free cash flow. Et ce dividende-là est voué à une augmentation. Ça, c'est de manière hypothétique parce qu'il se réserve, comme d'habitude, le dividende n'est pas une obligation. On se réserve le droit de le couper en cas de menace du business model. Mais la priorité de cette entreprise, c'est le remboursement de la dette. D'accord? Donc, vous constatez ici que le but ici est de rembourser la dette et que d'ici, enfin, après, vu qu'elle fait beaucoup d'acquisitions, elle s'attend à peu près à avoir une dette d'ici 2020, fin 2022, avec en dessous d'un ratio de net dette sur EBITDA inférieur à 1 ou égal à 1. OK? Donc, prenez en considération que la dette nette va tendre à diminuer et la priorité ici est le remboursement de la dette nette et les différentes acquisitions. OK? Donc, voilà les différentes entreprises qu'elle a rachetées ces derniers mois-ci. Il faut faire attention à ça. Donc, de toutes les façons, vous allez lire les rapports financiers ici ou bien ça, c'est le document de présentation ici, donc le Capital Market Day ici de 2020, donc ça date de 2 ans ici, mais vous pouvez déjà le lire, ça peut toujours vous donner une idée générale de où est-ce qu'on s'en va en tant qu'entreprise, mais toujours lire vos rapports financiers, avoir une connaissance générale du segment ici, qu'est-ce qui drive les revenus de cette entreprise ici. Est-ce que c'est parce que le niveau de rénovation augmente? Est-ce que c'est parce que
voilà, les nouvelles maisons, la fabrication de nouvelles maisons, enfin la construction de nouvelles maisons augmente, ce genre de choses-là. Est-ce que c'est parce qu'elle fait trop de business en Chine? Voilà des questions que vous devez vous poser. Donc ici, quand on a tous les éléments nécessaires pour faire notre analyse, ok? Donc je viens là, sur Finbox, je rentre mes éléments ici, et ce n'est pas EBITDA ici, ni ici. Ici, on a des PER, donc ici, on a nos price to free cash flow, nos multiples. Et ici, on a nos bénéfices, on a nos free cash flow en termes de volume. 10, 13, 15, d'accord? Dit autrement, ça vous donne à peu près 10%, d'accord? Et le 13 ici, ça représente combien? 7,69%. 15, ça représente combien? Ça représente ici 6,66%. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise se négocie à 13 fois les bénéfices, ça veut dire qu'on a des rendements de 7,69%. Si on se négocie à 6,66 fois les bénéfices, on a des rendements potentiels de 6,66%. Et si on se négocie à 7,5 fois les bénéfices, à 10 fois les bénéfices, on a un rendement à peu près aux alentours de 10%. Donc, on a tous nos éléments ici. Donc, 10 fois 510 millions, ça fait 1 milliard, 5 milliards 100. Moins la dette nette ici, vous constatez que la dette nette ici a un différentiel au moins de 130 millions ici, ce qui représente à peu près $1 par là. Et le nombre d'actions également, le nombre d'actions ici est de 125 millions alors qu'on a 128. Ça ne change pas grand-chose à la fin de la journée. Ça va peut-être représenter $1, 1,50, un truc comme ça, ou bien $2 de différence. Ça ne change pas grand-chose. Ici, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on a 25 $ l'action. 13 fois les bénéfices, on a 37 $ l'action, donc 37 € l'action, excusez-moi. Et à 15 fois les bénéfices, on a 46 € l'action. Donc, nous avons une entreprise ici qui pourrait s'échanger entre 25 et 46 € l'action, dépendamment du multiple et dépendamment du maintien des free cash flow actuels et dépendamment du maintien à peu près de la dette nette actuelle. Donc, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement. Et ça ne prend pas en considération la croissance, ok? Et la croissance ici, elle est par acquisition et de manière organique. Et pour répondre à la question concernant la croissance, il faut déjà déterminer pourquoi est-ce qu'on avait une baisse entre 2016 et 2020. Si c'est par rapport à la conjoncture, c'est pas grave. Donc, ça peut ralentir, mais on s'attend à avoir à peu près un niveau soit stable ou élevé dans le futur, ok? Donc, ici, nous avons également une entreprise qui distribue un dividende. Ok, on a parlé tantôt du dividende il y a quelques secondes. Et le dividende ici en lui-même, il est totalement safe. En date d'aujourd'hui, il représente à peu près 4,75%. Ça veut dire que si on prend 3 milliards 820 multiplié par 0,475, ça représente ici à peu près 181 millions. D'accord? Donc, on va se dire, elle paye un dividende à peu près aux alentours de 181 millions chaque année. 181 millions dans 510 millions en moyenne. Ça vous revient à peu près, il nous reste à peu près 328 millions pour repayer la dette. D'accord? Donc, et pour faire des acquisitions. Donc, n'oubliez pas ça ici. Donc, à la fin de la journée, le dividende ici, il est safe. Si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, sans prendre en considération le niveau d'endettement ici, vous aurez un rendement de 13,35%. Si on prenait en considération le niveau d'endettement ici, on aurait eu un rendement aux alentours de 8,9%. C'est clairement au-dessus de ce qu'on demande réellement. Je vous ai dit qu'ici, privilégier les entreprises qui ont de la croissance avec à peu près un 7% à peu près de rendement, des free cash flow yield, d'accord, en prenant en considération la dette. Même si vous ne prenez pas en considération la dette, de toutes les façons, le free cash flow, il faut vous poser la question à savoir, est-ce que ce free cash flow va servir à rembourser la dette ou bien c'est uniquement pour poursuivre une politique du dividende qui, à un moment donné, va s'avérer totalement, je ne dirais pas caduque, mais pourrait être une erreur à long terme. Parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui paient un dividende, ils savent pertinemment qu'à un moment donné, ce dividende-là ne pourra pas être payé. Je prends un exemple. Prenez les compagnies qui sont dans le secteur des utilities aux États-Unis. Vous allez remarquer que la plupart n'ont pas de free cash flow. Elles ont de la dette nette. Elles n'ont pas de free cash flow. Elles augmentent leur dette nette et elles ont déjà des pertes de ratio assez élevées par rapport à leur net income. Or, à la fin de la journée, il va falloir rembourser cette dette-là. Et la dette va être remboursée comment? Soit en émettant de nouvelles actions, soit en faisant des free cash flow. Et si on doit faire des free cash flow, ça veut dire qu'on doit réduire le dividende. Donc, regardez l'entreprise, pas sur le point des croissances dividendes ou quoi que ce soit. Posez-vous toujours la question de savoir est-ce que l'allocation du capital ici est judicieuse? D'accord? C'est ça qui est important. Donc, on va se limiter là
pour Signify ici, donc le but était simple, c'était de susciter en vous l'intérêt. Si cette entreprise vous intéresse, allez-y lire les rapports financiers. Je pense qu'à mon avis, elle est éligible au PEA. De toutes les façons, je vous ai toujours dit, moi, je n'habite pas en Europe du tout. D'accord? Donc, je ne connais rien du tout par rapport au PEA. Tout ce qui m'intéresse, ce sont les belles compagnies. OK? Et on en retrouve énormément en Europe. Et il y a de fortes chances que Signify puisse être une belle compagnie. Donc, aux États-Unis, nous avons une entreprise, par exemple, comme... elle s'appelle AI, donc c'est Acuity Brands, donc AI, donc ça c'est le A-Y-I, c'est le ticker symbol. Acuity Brands, allez-y regarder à quoi ressemble cette compagnie-là. Peut-être qu'on va en parler dans une autre vidéo, donc je vous laisse commencer à faire vos propres devoirs présentement. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, donc en date d'aujourd'hui. Cette entreprise-ci, la valeur de cette entreprise-ci pourrait se retrouver aux alentours, au minimum, aux alentours des 38 € l'action, d'accord? Au minimum, je dis bien au minimum. Sans croissance maximum, on pourrait être aux alentours des 46 € l'action. Donc, on a une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, maintenant, il faudrait déterminer quelle est la stratégie du management par rapport à la croissance future et on va s'arrêter là. Merci.